Bienvenue les amis, bienvenue sur la toile pour cette émission intégralement consacrée à Halloween, la grande saga initiée par le film de Carpenter en 78. À la base, c'était une toute petite émission, juste pour vous faire un petit coup de gueule, revenir sur ce film Halloween Ends, qui vient tout juste de sortir en Blu-ray, 4K, tout ça. Je l'ai acheté, je l'ai regardé. Mon avis sur ce film, vous le connaissez sans doute. Sinon, vous inquiétez pas, on va en parler en long, en large, en travers. Première partie de l'émission consacrée à la saga Halloween, en mode un peu rétro, et puis seconde partie de l'émission demain, consacrée vraiment à la trilogie de David Gordon Green, trilogie qui vient vraiment de s'achever de la plus belle des façons, c'est rien de le dire. Bienvenue les amis, bienvenue sur la toile, il est tard, je suis un peu crevé, fatigué par ma journée de boulot, j'ai pourtant quand même eu envie de sortir la caméra, sortir le micro et tout ça pour vous faire une petite émission, puisque je viens tout juste de finir de voir ce film Halloween Ends et que je suis fatigué, encore plus fatigué d'avoir l'impression de me faire prendre pour un imbécile en permanence par ces réalisateurs, scénaristes, producteurs qui nous crachent à la figure en permanence, qui insultent les fans, c'est non-stop. Alors notre jauge de bienveillance commence à atteindre un niveau dangereusement critique, ça m'ennuie un peu de revenir en permanence devant vous, pour vous faire des émissions comme ça en mode un peu coup de gueule, en mode grogne, mais la vérité c'est que ça fait quand même un petit moment que je trouve rien de satisfaisant, pour utiliser ce langage du moment, à la télé, sur les services de streaming, en salle, franchement je trouve pas grand chose qui m'émeuvent de façon viscérale, comme pouvait m'émouvoir à l'époque, je sais pas, le cinéma de Clint Eastwood, ou des grands films comme Danse avec les loups, tout ça, des films où je sortais de la salle avec cette impression d'avoir voyagé, avec cette impression qu'on m'avait retourné les tripes, il y avait vraiment de l'émotion forte, de la tristesse. Maintenant je ressens plus ça, plus trop souvent en ce moment, et pire, j'ai souvent un sentiment d'intense déception, le sentiment d'avoir été vraiment mais baffé. Et ça a été le cas, bien entendu, vous l'aurez compris, avec ce Halloween Ends. Alors pour la petite histoire, j'en discutais avec l'une d'entre vous dans les commentaires d'une émission, où elle me disait quelquefois tu dois avoir envie de brûler des DVD que t'as achetés. Et bien là, pour le coup, je l'ai acheté, je lui avais dit j'espère que j'aurais pas envie de brûler ces deux-là, parce que j'avais acheté Smile et Halloween Ends. Smile, très très bien, enfin, bien, très classique dans tous les sens du terme, mais très bien fait, c'est ce qu'on demande. Moi je pense qu'aujourd'hui on fait pas grand-chose de neuf, mais au moins si c'est bien fait, là c'est bien fait, c'est carré, bien foutu. Tout ce que n'est pas ce Halloween Ends, où là pour le coup c'est pas bien fait, c'est pas carré, c'est mal foutu, vraiment mal branlé, et j'ai eu envie de brûler cette galette, littéralement. Alors pour le coup, j'ai un peu le seum là, comme disent les Jones, je vais essayer de rester cool et mesuré, mais pour le coup je l'ai vraiment mauvaise d'avoir claqué mon billet une fois de plus. Bon, ça nous arrive à tous, hein, franchement. De temps en temps, on se dit, bon, on tente le coup, mais quand je tente un Jeepers Creepers Reborn, je me dis, ça peut être le meilleur ou le pire, franchement, je me dis, ça peut être une petite série B sans le sou, mais bien foutue. Manque de peau, c'était le pire. Mais quand j'achète un Halloween Ends, je m'attends au moins à quelque chose d'un peu sympa. Je vous avais parlé de ce film dans le bilan de fin d'année, en vous disant que je l'avais loupé au Cinoche et que je le rattraperais en 4K. C'est ce qui s'est passé, hein. Il est sorti en 4K, je me suis dit, tiens, je vais me faire une petite séance chez moi, tranquille. Je m'attendais au moins à un film correct. Je me suis dit, bon, ça coûte un peu cher de s'acheter un 4K aujourd'hui, un 4K neuf, mais au moins, je vais pouvoir voir la fin de cette trilogie, quadrilogie de David Gordon Green, et franchement je m'attendais pas à ça, c'est rien de le dire. On va y revenir en fin d'émission, mais on va surtout aborder mon attachement à cette saga. Encore une fois, on va faire une petite rétro Halloween, parce que pour vous dire la vérité, j'avais rien entendu sur ce film, sur ce Halloween Ends, à part les posters qui étaient tombés, j'avais vu la bande-annonce, voilà, j'en attendais pas grand chose, pour le coup j'ai pas été déçu, mais surtout j'avais pas été voir les critiques de la presse spécialisée, j'avais pas vu ce qu'en disaient les vlogueurs. Depuis je me suis rattrapé, j'ai vu un peu ce qui se disait, et ce qui m'étonne le plus, c'est que tout le monde critique un peu la saga Halloween dans son ensemble, et je pense qu'il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La saga Halloween a de beaux restes, il y a des choses très très sympas dans cette saga, qui commence en 78. Alors 78 c'est la sortie du premier Halloween, celui de John Carpenter. Alors on va pas revenir en long, en large, en travers sur ce film, ça n'a aucun intérêt, tout a été dit sur Halloween, tout ou presque, et puis surtout sur cette chaîne vous êtes des connaisseurs, donc je vais pas vous dire des choses que vous connaissez déjà, vous avez comme moi un attachement fort à ce film, moi je l'ai découvert en vidéo, ça a été un choc dans tous les sens du terme, et puis je l'ai revu dans une nuit du cinéma où on diffusait 5 films, il y avait ça, The Thing, Phantom of the Paradise, bref, une nuit qui m'a marqué au fer rouge. Halloween, c'est un film incroyable, ça fait partie de ces films que je qualifie toujours de fondateurs, un film séminal, comme on dit aux États-Unis. C'est un film qui a engendré tout un tas de
de pâle copie. C'est un film qui réinvente à lui seul un genre cinématographique, qui réinvente le slasher pour le coup, et c'est assez incroyable de se dire que ce film on le doit à un tout jeune John Carpenter, parce qu'à l'époque Carpenter, ben, c'est pas un mec auréolé de gloire, quoi. Il a fait Dark Star, et puis il a fait Assaut. Assaut aujourd'hui c'est un film culte, mais à l'époque il a marchoté, quoi. C'est Halloween qui a vraiment été le carton qui a propulsé Carpenter sur le devant de la scène, et c'est surtout super important de constater que c'était un film sans le sou, quoi. Il n'y avait pas de budget dans ce film. Vous prenez quand même un acteur, vous l'affublez d'un masque. Alors pour la petite histoire, et vous la connaissez sans doute, c'est un masque de William Shatner, hein, le Capitaine Kirk, qu'on a peint en blanc, et qu'on a foutu sur un acteur. L'acteur, il est affublé genre d'un bleu de travail, et puis voilà, on a Michael Myers. Alors faut savoir que quand on parle de petit budget, on parle de 300 000 $. 300 000 $ à l'époque, c'est pas grand-chose. C'est un petit budget, un petit budget. Il y a quand même des sous, mais pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. Et d'ailleurs, c'est le financier du film, avec le producteur, Moustapha Akkad, c'est le financier, qui vont chercher Carpenter, qui vient tout juste de se faire un peu remarquer avec son film Assaut. On va le chercher, il faut savoir quand même qu'il y a des contraintes sur ce tournage. Moustapha Akkad est assez inquiet, parce que la timeline est très réduite, il y a 21 jours de tournage, 21 jours seulement pour ce Halloween. Donc ça l'inquiète un peu. Ce qui l'inquiète un peu aussi, c'est le manque de budget. Et puis, ce réalisateur qui est pas très chevronné, on sait pas trop s'il arrivera à tenir la barre. Pour le coup, ce qui va le convaincre, c'est le fait que quasiment personne soit payé sur le tournage. Il y a juste Donald Pleasence qui va prendre quelque chose comme 20 000 $, et puis les autres seront payés des cacahuètes, y compris Carpenter, hein, qui accepte quasiment de tourner gratos. Il prend quelque chose comme 8 000 $, et un pourcentage sur les recettes. Avisé le garçon, mais même l'interprète de Michael Myers sera payé quelque chose comme 25 $ par jour, donc des clopinettes, voilà. Ceci dit, c'est quand même ça qui donnera naissance à ce personnage, à ce croque-mitaine emblématique. Et c'est ça qui est incroyable avec ce film, c'est qu'avec Michael Myers, on crée ni plus ni moins que la plus pure représentation du mal. Ce mec, là, tout seul, qui arpente les rues, qui a pas vraiment de visage, d'ailleurs on l'appelle aux États-Unis The Shape, la forme, bah, c'est la plus pure représentation du mal, de ce démon vomi des enfers pour revenir terroriser cette petite ville d'Haddonfield. Et c'est absolument incroyable de voir ce que Carpenter a pu tirer d'un script aussi fin que ça, quoi. Le mec, il s'échappe, il revient, il va terroriser pendant une nuit d'Halloween une ville entière. Les acteurs sont là, une toute jeune Jamie Lee Curtis, et puis Donald Pleasence dans le rôle du docteur Loomis, que personne ne veut écouter, qui hurle, qui ne veut pas l'entendre, que Michael est un démon, qu'il n'a rien d'humain, c'est juste absolument fou. C'est un film qui montre au monde à quel point Carpenter est un grand réalisateur, pour sa maestria, c'est un architecte du cinéma. Carpenter, il est capable de caractériser un espace géographique en 2-3 plans, on n'est jamais perdu dans son cinéma, que ce soit une station polaire, que ce soit un vieil immeuble, ou que ce soit même une ville tout entière, comme Haddonfield. Il cadre ça avec sa caméra toujours élégante, cette élégance qu'il gardera tout au long de sa carrière, même sur son dernier film avec Amber Heard, qui faisait preuve encore de ce talent qu'il a pour la mise en scène. Et puis cette musique, ce thème incroyable avec ces quelques notes de piano. Bref, Halloween, c'est un film fondateur, puisqu'il réinvente le slasher. Il n'a pas inventé le slasher Halloween, hein. Des slashers, il y en a eu avant. Il y a eu notamment Black Christmas en 74, 4 ans auparavant. Il y a d'autres films, des tueurs à l'arme blanche, on en a vu plein dans le cinéma avant Halloween, en réalité, mais Michael Myers sera le plus célèbre d'entre eux, et on donne naissance avec ce film à une véritable icône du cinéma horrifique, ce qui n'était absolument pas attendu à la base, parce qu'à la base, Halloween, c'est une idée toute simple, c'est l'idée de faire une anthologie de films qui se dérouleraient tous la nuit d'Halloween, avec à chaque fois un sujet différent. C'est ce qui était prévu à la base, hein. À la base, on avait prévu de faire un premier Halloween, puis un deuxième, puis un troisième, avec à chaque fois une histoire différente, sous forme de, non pas de film à sketch, mais de films qui prendraient des sujets différents à chaque fois. C'est ce qu'on essaiera de refaire avec le troisième volet. On va y revenir. En attendant le premier volet, il cartonne, tout simplement, bien au-delà des espérances, et on met très vite en route une séquelle. Forcément, à cette époque-là, on bat le fer tant qu'il est chaud, hein. On perd pas l'opportunité de faire de l'argent, on va confier ce nouveau volet à Rick Rosenthal. Rick Rosenthal, vous le connaissez peut-être pas. D'ailleurs, les films de la saga Halloween se partagent tous ce point commun, c'est-à-dire qu'on va chercher des réalisateurs, non pas des artisans chevronnés, mais des réalisateurs qui n'ont pas fait grand-chose, hein, qui débarquent tout juste dans l'industrie du cinéma. Rick Rosenthal, avant ça, il a vraiment pas fait grand-chose. D'ailleurs, certaines mauvaises langues diront qu'il a pas fait grand-chose depuis. C'est un peu le cas de tous les réalisateurs de la saga Halloween, une grande partie d'entre eux. Et donc Halloween 2 sort en 81. Forcément, la légende veut, ça fait partie des grandes légendes du cinéma, que Carpenter soit venu filer un petit coup de main sur le plateau, qu'il ait réalisé une partie des scènes du film. C'est ce que j'ai toujours entendu dire. Vrai, faux, on s'en fout un peu. Le fait est que ce Halloween 2 n'est pas si mauvais que ça. Alors, tout le monde le critique, tout le monde lui reproche le fait d'avoir donné des liens de parenté entre Michael et Laurie, interprété par Jamie Lee Curtis. Pour le coup, c'est vrai que c'est assez malvenu.
et ça déséquilibrera un peu la saga sur son ensemble après, parce qu'il n'y avait pas besoin de ça forcément, mais pour le coup, le film en lui-même se tient. C'est pas un film détestable du tout, c'est même peut-être un des films qui rend le plus hommage au classique de Carpenter. Un bel hommage d'ailleurs, parce qu'en réalité, le film est quasiment une sorte de remake. Il n'y a pas grand-chose de neuf dans ce volet, c'est une séquelle dans le plus pur sens du terme, sans trop d'imagination, qui reprend un peu les éléments forts de son modèle, mais qui est loin d'être un mauvais film, comme tout le monde l'a dit, pas un mauvais film du tout. Troisième volet en 82, l'année suivante, réalisé par Tommy Lee Wallace, et là on essaye de repartir sur autre chose, on reprend le plan depuis le début, avec cette espèce d'épisode à la 4e dimension étiré sur un film d'1h30. Franchement, est-ce que c'est un mauvais film? Encore une fois, pas du tout. Ça n'a rien à foutre dans la saga Halloween aujourd'hui, forcément, vu qu'il n'y a pas Michael Myers. Mais le film en lui-même se tient, ça représente un peu ce qui peut se faire de mieux en cinéma bis, comme ça, dans les années 80, c'est super sympa. Après, franchement, ça aurait plus mérité un petit format 30-40 minutes, qu'un film d'1h30, mais ça se regarde, voilà. On l'oublie quand même, on le garde dans sa collecte pour le revoir une fois de temps en temps. Il a le charme de ces années-là. Si je l'avais pas découvert à l'époque, aujourd'hui, je pense que je le reverrai jamais. Pour moi, c'est une petite Madeleine de Proust, voilà. Sans plus, film suivant. Faut attendre 6 ans du coup pour avoir des nouvelles de Michael Myers, et c'est Dwight Little qui s'y colle en 88. Halloween 4. Alors là, pour le coup, autant le dire, c'est un de mes Halloween préférés. Enfin, en même temps, je vous ferai peut-être en fin d'émission un petit classement des films Halloween selon moi, tout à fait subjectivement. Mais je trouve que c'est le film qui essaye de retrouver l'esprit du Carpenter. On est 10 ans après le premier volet, et franchement, quand on le voit aujourd'hui, c'est un bon film. Le Halloween 4 est un bon film qui reprend un peu tous les éléments du film original, qui essaye de réinstaurer cette ambiance, cette espèce d'atmosphère, un peu avec ce Michael Myers, un peu en fantôme qui traverse le film. C'est un bon film. La petite Danielle Harris compose un bon rôle. À son âge, avec une prestation de ce niveau-là, il y a de quoi être traumatisé. Elle s'en sort plutôt bien. Le film est vraiment bien encore aujourd'hui, hein. Les affiches, le look de Michael dans le film. Je trouve que tout est réussi. C'est un film sympa, sans originalité, là encore, parce que le problème, en fait, qui plombera un peu toute la saga Halloween, c'est que le premier film a dit tout ce qu'il y avait à dire sur le personnage de Michael Myers. Il n'y a pas besoin de s'apesantir davantage, donc en dehors d'essayer de faire bouger les lignes, de repartir sur autre chose, tout film qui se réclamera directement de l'héritage du Carpenter sera condamné à échouer, forcément, puisqu'il sera juste qu'une pâle répétition du premier. Donc, sans avoir à essayer en permanence de réinventer la poudre, il faudrait essayer d'apporter un peu de sang neuf à la saga. C'est ce qu'échoue à faire ce volume 4, qui reste quand même un bon film dans tous les sens du terme. Franchement, c'est propre, c'est carré. Je l'ai dans ma collecte, je suis content de le revoir de temps en temps, c'est plutôt pas mal. Dans mon souvenir, le chapitre 5 était un bon film aussi, et c'était une grosse erreur de ma part, parce que je l'ai revu dernièrement, ce film qui était sorti 1 an plus tard, dû à Dominique Hautenin-Girard. Alors vous voyez, depuis le début, on enchaîne des noms de réalisateurs pas très connus, qui n'ont pas fait grand-chose, qui ont toujours œuvré dans le domaine de la série B. On va les chercher alors qu'ils n'ont pas fait grand-chose d'autre, on les met aux commandes d'un volet, et ce Halloween 5 est vraiment mauvais. Franchement, il est mauvais, il s'enchaîne directement avec le 4, et pourtant, il prend le contre-pied de presque tout ce qui faisait la qualité du 4e volet. C'est-à-dire qu'on prend encore la jeune actrice, tout ça, mais ça fonctionne pas du tout. Le film est vraiment pas bon, sans intérêt, elle va donner à une suite qui aura le mérite d'être encore plus nulle. Ce film, c'est le Halloween 6 qu'on doit à Joe Chappelle, il sort en 95, je crois, soit quelque chose comme 6 ans après le volet précédent. Et franchement, c'est pas une réussite, il y a eu beaucoup de légendes autour de ce film. Beaucoup de légendes sur un prétendu cut des producteurs, cut du réalisateur, tout ça. Plein de cuts qui sont aujourd'hui disponibles, parce que moi j'ai acheté un coffret Blu-ray en zone A, et les différents cuts du film sont sur le Blu-ray. Et je peux vous dire un truc, ça n'améliore pas le film, que ce soit une version ou l'autre. Une version plus longue que l'autre, on s'y ennuie encore plus, c'est tout. C'est vraiment pas un bon film. Et là, pour le coup, on essaye de faire bouger les lignes. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver quelque chose, une secte bizarre, qui vénère Michael Myers, c'est juste nul, c'est lent. Il y a un tout jeune Paul Rudd, qui débute à l'époque, qui a juste joué dans Clueless, avec Alicia Silverstone, qui est dans ce film, qui promène un espèce de physique de beau gosse, qui veut un peu ténébreux, un peu dangereux. Ça fonctionne pas du tout, mais de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne dans ce film, franchement. C'est un film, je pense que je le reverrai jamais, c'est une pure perte de temps, et ça, c'est sans même parler de cette espèce de séquence de fin, avec cet homme au Santiago qui vient faire évader Michael. C'est ridicule, enfin misérable. Bref, circuler, il n'y a rien à voir. En 98, soit seulement quelques années plus tard,
on décide de rebooter un peu la franchise, de repartir sur ce qui faisait le charme du Carpenter quand même. On s'est un peu perdu, Halloween c'est devenu une série qui intéresse plus personne, qui est condamnée au DTV, et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On va chercher l'interprète de Laurie Strode elle-même, Jamie Lee Curtis, qu'on fait revenir pour un Halloween Age 20. On s'arrange bien entendu pour éviter de lui mettre un chiffre dans le titre, Age 20, 20 ans plus tard, puisque le film sort en 98, et là on lui invente une vie de famille et tout. Alors faut déjà envisager ce Age 20 comme un reboot, hein. C'est déjà un reboot à l'époque, puisqu'on décide d'oublier carrément tous les films de la saga, tout ce qui est venu avant. On fait revenir Jamie Lee Curtis, mais alors bon, oubliez le 3 bien sûr, oubliez le 4, le 5, le 6, tout ça on oublie, on reprend directement à la fin du deuxième volet, avec le personnage de Laurie Strode. Donc vous voyez, Gordon Green, il a pas inventé la poudre, hein. C'est pas le premier à faire un reboot, à tenter d'oublier un petit peu les errances de la saga et à repartir à zéro. Ceci dit, ça nous donne un épisode vraiment pas mal. Cet épisode, on le doit à Steve Miner. Steve Miner, c'est lui un artisan plutôt chevronné, il a déjà réalisé Vendredi 13, chapitres 2 et 3, il a réalisé Forever Young, avec Mel Gibson, il a réalisé Warlock avec Gillian Sands, qui est plutôt une petite série B bien foutue, donc il en a quand même sous le pied. Le film est plutôt bon, je pense qu'il y a un peu de budget, c'est la grande époque Dimension, New Line, tout ça. Et franchement, le film est sympa, le personnage de Jamie Lee Curtis est vraiment bien, elle se retrouve proviseur d'un lycée, elle a changé d'identité, elle a tiré un trait sur son passé. Le film se tient, il y a juste un petit problème, c'est le personnage même de Michael Myers. Pour le coup, ils ont pris un espèce de mec tout frêle pour le jouer, je comprends pas trop le principe, c'est tout à fait le contraire de ce que fera enfin Rob Zombie des années plus tard. Là, pour le coup, on prend un mec qui est certes dangereux, il est bien filmé, mais le masque est loupé. Il y a des moments qui pourraient être d'une tension incroyable, quand elle voit son frère à travers une vitre, enfin elle le voit, elle voit son masque. Le masque est loupé, l'interprète il est là, à un moment il descend, il s'accroche à une barre, il descend accroché à un bras. On a du mal à croire qu'il puisse faire ça, parce qu'on le voit... Putain, c'est un freluquet le mec, sincèrement, c'est pas le Michael Myers qui fait peur. Et c'est ça le problème, vous faites un Halloween et vous n'avez pas un Michael Myers solide, c'est dommage. Alors en guise de freluquet, l'interprète de Michael Myers c'est Chris Durand, c'est un cascadeur assez connu à Hollywood, qui a œuvré dans tout un tas de projets, on l'a vu dans Scream 2 notamment, c'est lui qui fait Ghostface, ou du moins sa doublure la plupart du temps. Il culmine quand même à 1m88 l'acteur, mais bon il est pas super baraque, c'est sûr que ça va mieux pour le tueur de Scream qui court partout que pour Michael Myers, et c'est là qu'on voit un peu les limites de la mise en scène de Rick Rosenthal, qui n'arrive pas à magnifier ce tueur, à vraiment poser sa caméra de façon à le rendre vraiment impressionnant. À aucun moment il est vraiment impressionnant dans ce film. Bon, malgré ce petit défaut, le film se tient, c'est plutôt un bon volet, sincèrement on revient à quelque chose de plus correct que les errances précédentes, et franchement c'est plutôt une bonne surprise, ce Halloween Age 20 se regarde bien encore aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup en 2002 2002, Halloween Résurrection, Rick Rosenthal revient, Rick Rosenthal, le réalisateur de Halloween 2 à l'époque, revient pour un film avec Busta Rhymes, le rappeur, c'est complètement ridicule, on passe à côté d'un sujet en or, en plus, hein, là, pour le coup, les aléas de la télé-réalité très en vogue à l'époque. Alors ça fonctionne pas du tout. Alors il faut le préciser, hein, Jamie Lee Curtis apparaît dans ce film, son personnage de Laurie Strode revient. Je pense qu'elle a englouti une partie du budget, elle a dû prendre son chèque et puis partir. Spoiler, si vous n'avez pas vu le film, elle meurt dans la première bobine, hein, au tout début du film. Quasi un scandale quand on voit qu'elle était associée étroitement à la promotion du métrage et qu'elle apparaît sur les affiches. Je pense que beaucoup de gens, dont moi, ont été bien déçus. Ceci dit, la séquence est plutôt pas mal, en l'occurrence dans un film vraiment pourri. C'est à peu près l'une des séquences à sauver. Mais bref, c'était peut-être une surprise qu'on voulait faire aux spectateurs. La surprise, elle a été là. Elle meurt tout de suite dans ce film qui est absolument nul, du début à la fin. C'est un des pires Halloween, tout simplement. Il réussit cet exploit, ce film, à être un des pires films d'Halloween. Il y a tout au juste une séquence dont je me souviens vaguement, parce que je vous avoue que je ne l'ai pas revu. Sincèrement, je pense que je le reverrai pas, mais il y a une séquence avec un mec déguisé en Michael Myers et le vrai Michael Myers. La séquence aurait pu être bien. En fait, le film aurait pu être pas mal, mais il échoue à tous les niveaux, hein. Il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de scénario, il n'y a rien. C'est le pire de ce que Dimension à l'époque peut offrir, c'est-à-dire un film pensé comme un DTV, c'est dégueulasse visuellement, il n'y a rien à l'écran, aucun frisson, rien d'original, pas de mort un peu chiadé, il se passe rien dans ce film, franchement. Allez hop, on oublie. Du coup, il faudra 5 ans pour que Michael revienne à la vie, c'est sous l'égide de Rob Zombie. Rob Zombie, à l'époque, il a bien le vent en poupe. Il va s'atteler au remake de Carpenter. C'est une tâche, personnellement, que je n'aurais jamais pris pour tout l'or du monde. Il n'y a personne, d'ailleurs, qui s'y sera attelé, je pense. Personne de saint d'esprit, mais Rob Zombie veut quand même s'y frotter. Un remake d'Halloween, quel intérêt, vous me direz? Je sais pas. Mais le fait est que je trouve que c'est un très bon film, qui n'est jamais meilleur quand il s'éloigne de l'original, c'est-à-dire toute la partie avec Michael enfant
est excellente, je trouve. L'acteur est incroyable. Vraiment, je trouve que c'est comme si on avait deux films en un. Je vous parle là surtout du Director's Cut, parce qu'il faut savoir que ce film a vraiment deux versions très différentes entre son Director's Cut et la version qu'on a découvert en salle. Pour le coup, le Director's Cut, moi je l'ai en Blu-ray Zone A. Il est assez incroyable. Je crois qu'il se trouve en DVD français, et encore, je suis pas sûr qu'il soit encore édité. Si vous avez ces informations, vous pouvez les partager avec nous dans les commentaires. Mais toujours est-il que le Director's Cut est nettement meilleur, surtout que c'est un vrai Director's Cut de Rob Zombie, avec tout son amour de la glauquerie. C'est vraiment un cinéma de la crasse. D'ailleurs, la façon dont Michael s'évade entre la version classique et le Director's Cut n'est pas du tout la même. Dans le Director's Cut, c'est vraiment plus glauque, vraiment plus violent. Il y a une aura de dangerosité autour de Michael qui est plutôt esquissée dans la version qu'on a vue en salle. Et du coup, là, je vous parle surtout de ce Director's Cut. C'est un très bon film. Taylor Scoot Compton, l'interprète de Laurie Strode, est vraiment bien. On refait revenir Danielle Harris, la petite fille de Halloween 4 et 5, qui vient ici jouer la meilleure copine de l'héroïne. Malcolm McDowell est impérial en Dr. Loomis. Enfin, je trouve que tous les acteurs sont là, le film est vraiment bien. Et enfin, on fait le choix de nous offrir un Michael Myers déjà dingue d'une dangerosité physique. Le mec, c'est un animal, il mesure 2,10 m. Je veux dire, on peut aller passer du temps dans les salles de muscu, on peut faire tous les arts martiaux qu'on veut. On sait que si on se trouve face à lui, il va nous réduire en charpie, juste en nous écrasant la tête. C'est vraiment un personnage incroyable auquel Tyler Mane, qui avait déjà joué Dance Up dans les X-Men, va prêter ses traits. C'est un Michael Myers comme on ne l'avait jamais vu, qui ne demandait qu'à être découvert comme ça. Et sincèrement, j'adore ce film. Je vous dis qu'il est jamais meilleur quand il s'éloigne du Carpenter, parce que dans sa deuxième bobine, dans sa deuxième partie, si on sépare le film en deux, il y a la première partie avec la jeunesse de Michael que je trouve extrêmement réussie, et la deuxième partie qui calque le Carpenter. Vraiment, Rob Zombie, il reste très attaché, ça se sent, mais du coup, le film ne décolle jamais vraiment. On reste vraiment en terrain conquis, on reprend toutes les scènes du Carpenter. Quel intérêt, vous me direz? Ben, aucun, malheureusement. Et donc, on a au final presque un demi-film. Mais quel demi-film? Du coup, Halloween 2 en 2009, il y a tout qui a été dit sur ce film. Moi, je pense que c'est un film qui a été un peu speedé, un peu charclé peut-être. Rob Zombie, on lui a dit fais un peu ce que tu veux, mais dans le même temps, il n'a pas eu beaucoup de temps pour le faire. Ça se ressent, c'est un film complètement barré. Et d'ailleurs, à la base, vous le savez peut-être pas, c'était le duo de franchise Bustio Mori, qui était attaché à ce projet, qui devait faire repartir la saga Halloween dans une autre direction. Et puis finalement, je sais pas ce qui s'est passé, là encore en coulisses, ça n'a pas fonctionné. Rob Zombie voulait pas revenir, il avait pas envie. Il faut dire qu'après il avait quand même accusé quelques critiques sur le premier volet. Là, il a décidé de revenir, et justement, il a écouté ses critiques, il s'est détaché un petit peu du Carpenter, il a décidé de revenir pour ce film qui est certes pas parfait, mais on tente des choses. Alors là, pour le coup, il y a une entière proposition. On adhère ou pas. Personnellement, je sais qu'il y a plein de gens qui adhèrent pas. Moi, j'adhère. Pour le coup, au sein d'une série Halloween, d'une saga comme ça, je trouve que ce film, il a toute sa place. On y présente un Michael complètement différent, forcément, mais il y a des grandes séquences. Il y a une séquence d'une cruauté absolue, parce que le personnage de Danielle Harris revient. Elle lui a échappé quand même dans le premier volet, et elle revient pour se faire tuer dans le deuxième. C'est d'une cruauté abyssale, et comme toujours, Michael Myers, c'est très impressionnant. Il y a cette scène dans un champ, là, où il est à moitié clochardisé, avec sa barbe, mais il y a en même temps toutes ces visions là avec Sherry Moon Zombie et ses chevaux blancs et tout ça. Bon bref, c'est pas fait pour plaire à tout le monde. Une petite faute de goût dans ce Halloween 2, on change l'interprète du gamin. Dec Ferch, je crois qu'il s'appelle, l'acteur qui interprétait Michael Myers jeune dans le premier film de Rob Zombie, laisse ici sa place à un acteur insipide. C'est dommage parce qu'il avait vraiment quelque chose qui rendait le film de Rob Zombie vraiment intéressant. Toute cette partie sur la jeunesse de Michael était vraiment bonne. Grâce à lui, il a un regard inquiétant, il a cette espèce de visage impassible, vide, qui sied si bien à Michael Myers. Et c'est un petit peu dommage, je sais pas ce qui s'est passé en coulisses, c'est un petit peu dommage du coup d'avoir dû se passer de ses services. Ceci dit, c'est pas un film fait pour de mauvaises raisons. Sincèrement, revoyez-le aujourd'hui, c'est quand même une vraie proposition entière, c'est un film de Rob Zombie. Alors on aime ou pas, je dis pas que j'adore, mais il y a au moins quelque chose, on a tenté quelque chose, et c'est loin, très loin d'être complètement foireux. Ceci dit, on est en 2009, et là ça signe l'arrêt de la saga, le film est pas très bien reçu, voilà. On s'arrête là, on attend, on laisse quelques années, on parle plus ou moins de faire repartir la saga, ça décolle pas, jusqu'à ce qu'on fasse appel en 2018 à David Gordon Green. Alors déjà, il faut toujours se méfier de ces réalisateurs qui ont trois noms, prénoms. David Gordon Green, ça sonne très fort, on se dit « Ah, c'est un mec qu'on a sous le pied, qui va nous offrir une vraie vision d'Halloween ».